C'est une région qui regorge de matières premières, l'une des raisons qui poussa d'ailleurs l'Indonésie à s'emparer de ce territoire dans les années 60, juste après le retrait des forces coloniales néerlandaises. C'est aussi l'une des régions les plus pauvres de l'Indonésie et de la planète, la Papouasie occidentale. Depuis les années 60, justement, un mouvement indépendantiste dénonce la domination de Jakarta, les violences commises par ses forces de sécurité et le pillage des ressources naturelles du territoire. À cela, l'Indonésie rétorque qu'elle amène développement et modernité et que les indépendantistes sont la véritable source des violences. En géopolitique, ce conflit est qualifié de basse intensité. Pourtant, il dure depuis plus d'un demi-siècle et continue de faire couler beaucoup d'encre. Un reportage de Cyril Payen. Au-dessus de la vallée de Baliem, au cœur de la Papouasie occidentale, l'une des régions les plus sauvages et les plus isolées de la planète. Ici, dans ces anciennes Guinées hollandaises, tout n'est que montagnes et jungles infranchissables. Le seul moyen de transport, l'avion. Nous voici donc arrivés en pays papou. Tolikara, un village perché sur un pic-tom, est le représentant de l'État indonésien dans cette lointaine province annexée de force il y a 50 ans. Tout va bien ici. Oui, c'est vrai, tout a l'air d'aller bien. Ce jour-là, les jeunesses papous marchent au pas, sous le regard des maîtres de ce vaste territoire perdu aux confins de l'archipel indonésien, à plusieurs milliers de kilomètres de Jakarta, la capitale. Les danseurs se succèdent, héritiers d'une culture millénaire née dans ces montagnes du Pacifique. Dans la tribune, le banc et l'arrière-banc de la collaboration papou, ceux qui ont pactisé avec l'Indonésie, souvent perçue ici comme puissance occupante. Il n'y a pas de génocide ici, même si certains le laissent entendre. Il n'y a pas de génocide. Ma vision pour la province, ce que je vais faire pour vous, c'est une plus grande participation des Papous dans le développement, dans les décisions, les responsabilités pour que vous soyez plus forts. Tout cela, c'est de la politique, que des mots. Des promesses qui ne seront jamais tenues dans la réalité. La vérité, c'est que la vie pour les gens ici est de plus en plus difficile. C'est de pire en pire pour les Papous. L'armée indonésienne est toujours là à nous persécuter, à nous tuer. Les forces de sécurité tiennent d'une main de fer la Papouasie. 45 000 soldats sont déployés ici, plus que partout ailleurs dans le pays. La répression a fait plusieurs centaines de milliers de victimes, en toute impunité. Si Jakarta tient tellement à cette province, c'est pour ses richesses presque illimitées. La Papouasie est la plus grosse contributrice au budget national, mais elle est aussi la région la moins développée d'Indonésie. Aussi, les Papous rêvent d'indépendance. Les activistes pro-indépendantistes sont partout, dans la jungle, les villes, dans les prisons aussi. Pénitencier de Jayapura, la capitale, nous allons clandestinement rencontrer le plus célèbre prisonnier politique de Papouasie. Philippe Karma, quel message voulez-vous faire sortir de prison? Le gouvernement indonésien n'est rien d'autre qu'un pouvoir colonial qui oppresse mon peuple. Cela n'a rien à voir avec un quelconque système démocratique. Cela n'a rien à voir. C'est un régime militaire qui dirige la Papouasie. Les tensions sont souvent vives entre les Papous et les migrants venus par centaines de milliers de toute l'Indonésie. Le lendemain de notre visite, Tolikara, le village de la vallée de Baliem, s'est embrasé. Plusieurs quartiers ont brûlé. Les renforts de police et d'armée sont venus et ils ont tiré dans la foule, comme d'habitude. Tolikara est désormais coupé du monde. Nous nous rendons à l'hôpital de Jayapura. Les premiers rescapés viennent d'y être transportés. Il y a là une quinzaine de personnes, toutes blessées par balle. Il y a un mort aussi. Il s'appelait Andy Wamimbo, un étudiant d'à peine 15 ans, tué sur le coup lors de la fusillade. Nous pensions à l'avenir, qu'il aille bientôt poursuivre ses études en ville. Mais c'est terminé maintenant. Le jeune Andy Wamimbo est une victime de plus dans ce conflit méconnu, mais qui dure pourtant depuis plus d'un demi-siècle.
Aux États-Unis, les tueries à l'arme à feu sont devenues une routine. C'est le mot employé par un président Obama consterné pour condamner une réalité apparemment impossible à changer. Lorsqu'en décembre 2012, un jeune homme massacre 26 personnes, dont 20 enfants de l'école élémentaire de Sandy Hook, Obama pense avoir les assises pour changer les lois qui permettent un accès relativement aisé aux armes à feu, droit sacré par la Constitution américaine. Mais cette initiative fait long feu. Les puissants lobbies qui défendent le commerce des armes à feu sont vent debout contre toute tentative de réforme. Depuis, les massacres ont continué. Ces derniers mois, il y a eu la tuerie d'une église à Charleston, motivée par la haine raciale. Le meurtre de 2 journalistes en direct à la télévision par un de leurs anciens collègues. La dernière fusillade meurtrière en date s'est produite sur un campus universitaire de l'Oregon. Elle a contraint le président américain à avouer son impuissance. Obama n'a pas les mains libres pour légiférer sur le port des armes à feu. C'est au Congrès de changer la loi, mais de nombreux parlementaires subissent la pression des lobbies pro-armes. Face à cette situation, des citoyens s'organisent pour essayer de faire évoluer les mentalités. Mais c'est un combat qui s'apparente à celui de David contre Goliath. Reportage de Gallagher Fenwick et Philippe Cruiser. Aux États-Unis, il y a plus de 300 millions d'armes à feu en circulation, presque autant que le nombre d'habitants. Le droit à en posséder une est inscrit dans la Constitution. En moyenne, 80 personnes sont tuées par balle tous les jours à travers le pays. Des innocents qui meurent et qui laissent derrière des familles inconsolables. De cette douleur naît parfois des vocations d'activistes. Je peux vous dire que pour rien au monde, je ne voudrais être ailleurs qu'avec vous, ici et maintenant. C'est le cas d'Andy Parker. Suite à la mort de sa fille en direct à la télévision, il exige des lois plus fermes concernant les achats d'armes. Je n'appelle pas à la confiscation de toutes les armes. Comme tous ceux présents ici à cette manifestation, nous demandons simplement l'instauration de lois pour empêcher les fous de se procurer des armes à feu. Seul le Congrès peut changer les lois sur les armes. Les sénateurs, présents lors du rassemblement, savent qu'ils sont isolés. Il y a unanimité au sein de l'opinion publique américaine. Les propriétaires d'armes à feu et même les membres de la NRA, le lobby des armes, sont d'accord pour rendre obligatoires les vérifications sur les antécédents quand on achète des armes. Le problème, c'est que mes collègues au Congrès ne font rien car ils subissent les pressions des fabricants d'armes. Ceux qui militent pour plus de régulation des ventes d'armes à feu veulent que les vérifications soient faites de manière plus stricte et approfondie avant chaque vente. Mark Warner affirme qu'il respecte la loi à la lettre dans son armurerie. Le vendeur d'armes chez lequel nous nous trouvons nous explique qu'il nous faut à peine une trentaine de minutes pour acquérir l'arme de notre choix. En revanche, il est nécessaire de remplir ce document qui sert à vérifier mes antécédents juridiques, médicaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce document, s'il vous plaît? Ici, dans l'État du Virginie, il vous faut 2 pièces d'identité pour acheter une arme. Vous remplissez 2 formulaires. En bas de celui-ci, vous avez inscrit ces éléments. Et on laisse l'ordinateur faire les vérifications. Et après, si c'est bon, vous prenez votre arme et vous pouvez y aller. À peine une trentaine de minutes plus tard, et je peux sortir de ce magasin donc avec une arme. Certains s'insurgent contre le faible niveau d'exigence du document à remplir. C'est par exemple à l'acheteur de juger de son propre état psychologique, même si le vendeur peut avoir son mot à dire. Là, comme ça, j'estime que vous êtes sain et équilibré. Donc aujourd'hui, vous pourriez très bien acheter une arme, aller dans un centre commercial et commencer à tirer sur les gens. Je ne peux pas deviner que vous allez faire ça. Tout ce que je vois sur le papier, c'est votre casier. Mais si vous me faites une mauvaise impression, je peux changer d'avis. C'est toujours difficile de savoir ce qu'il se passe dans la tête des gens. Les militants anti-armes dénoncent ces foires comme étant des lieux où les ventes échappent souvent à toutes les règles. Des événements comme celui-ci, il y en a quasiment à chaque fin de semaine dans de nombreux États. Les organisateurs refusent de nous laisser filmer à l'intérieur. Nous avons donc recours à une caméra discrète. Équipement paramilitaire, fusils d'assaut ou de chasse, armes de poing et munitions,
Les stands ne manquent de rien. Mais nos tentatives d'achat sans papier et sans vérification échouent. Je ne suis pas résident ici. Je peux demander à un ami de m'acheter une arme? Non, vous ne pouvez pas faire ça, ce serait une vente illégale. Vous pourriez aller en prison pour ça. Les vendeurs ne dérogent pas aux règles de base, mais les transactions peuvent aller très vite. Peut-être plus qu'en magasin. Donc je vous donne 300 $ en cash et c'est bon. Nous n'échapperons pas à la vérification de nos antécédents, mais elle est présentée comme une simple formalité plus qu'une contrainte. On va faire une vérification de vos antécédents, donc j'ai besoin de votre permis de conduire. Et vous faites ça ici? Oui. Ça prend combien de temps? Environ 5 minutes. Pour ceux qui souhaitent absolument acheter une arme à feu, très simplement, en toute discrétion et sans vérification, il existe bien une dernière solution. Aujourd'hui, beaucoup des ventes illégales se font sur Internet. Regardez Code 24, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.